Et si on parlait confiance en soi? C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ce podcast, mais qui pourtant est extrêmement important et il revient très souvent dans les accompagnements que je peux faire, que ce soit des accompagnements d'adultes pour des problématiques personnelles et professionnelles ou que ce soit des accompagnements parentaux, pour des difficultés que rencontrent les enfants. Et donc, dans cet épisode, je vais parler de confiance en soi et je vous propose surtout de changer de lunettes pour comprendre pourquoi certains de nos réflexes qui nous paraissent tout à fait naturels peuvent parfois contribuer à renforcer les doutes, en fait, chez notre enfant et comment on peut retrouver peut-être une posture moins intuitive, mais plus réaliste et je trouve moi plus simple et comment ça peut aider l'enfant justement à libérer son potentiel et à développer sa confiance en lui. Je vais parler notamment de comment transformer l'hésitation en choix, par exemple, comment transformer la peur en prudence et surtout, comment arrêter de vouloir réparer la confiance en soi pour commencer à vraiment soutenir les enfants. Donc j'espère que ça sera du concret pour les parents qui veulent aider les enfants à développer leur confiance en eux. Et puis peut-être pour vous aussi à titre personnel en tant qu'adulte qui veut développer sa confiance en soi. Alors Zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de cas de la confiance en soi? Depuis déjà pas mal de temps, la confiance en soi nous est un peu présentée comme un préalable indispensable pour réussir dans la vie. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est mal barré. Donc ça fait que l'aisance sociale, la capacité à oser, tous les comportements plutôt extravertis, je dirais, qui sont apparentés à la confiance en soi, sont vus comme des compétences désirables pour nous en tant qu'individus et évidemment pour nos enfants. Et à contrario, évidemment, tout ce qui ressemble à un manque de confiance en soi, l'introversion, la prudence, tout ça est vu comme des obstacles au bon développement des enfants, comme étant une source potentielle de difficultés et même d'échecs dans la vie. Et dans un contexte où on attend des parents qu'ils s'assurent que leurs enfants développent leur plein potentiel, tout ce qui ressemble à ces manques de confiance en soi, ça ne manque pas à minima de questionner les parents, souvent de les inquiéter, ce qui les amène à chercher à comment intervenir, comment injecter de la confiance en soi à leur enfant. J'avais détaillé d'ailleurs ce contexte anxiogène pour les parents dans un de mes premiers épisodes, sur l'anxiété parentale. Donc comme d'habitude, il y a des ressources, une transcription complète de l'épisode pour ceux qui préfèrent lire plutôt que écouter et le lien vers ces ressources et cette transcription est dans la description de l'épisode. On va commencer, je vais parler un peu d'idées fausses sur la confiance en soi, j'y reviendrai à plusieurs reprises dans cet épisode, c'est en filigrane derrière ça. En fait, une des premières difficultés sur le chemin du développement de la confiance en soi, ce sont les représentations fausses qu'on s'en fait. Beaucoup d'adultes ou d'enfants que j'accompagne pensent manquer de confiance en eux, alors qu'en réalité, ça n'est pas vraiment le cas. Mais finalement, cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice. En gros, ils ont une représentation, une image mentale de ce que devrait être une personne
qui a confiance en elle, comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit penser, qu'est-ce qu'elle ne doit pas penser, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Et ils se disent: «Bah, moi, je coche pas toutes les cases de l'image d'une personne qui a confiance en elle. Donc, bah, j'en déduis que je n'ai pas confiance en moi. Je suis un peu un nul, un raté qui n'a pas confiance. Ce qui va freiner, je vais faire moins de choses, je vais m'autoriser moins de choses parce que je pars du principe que je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir». Et bah, c'est là où ça devient une prophétie autoréalisatrice. Moins j'essaye, moins je fais de choses, moins j'ai d'occasion de développer ma confiance en moi, parce que la confiance en soi se développe quand on fait des choses et qu'on les réussit, mais c'est pas tout, j'y reviendrai après. Et je me confirme finalement, à la fois, psychiquement et à la fois dans l'action, que je n'ai pas confiance en moi et ça devient un cercle vicieux. Je vais détailler certaines de ces idées fausses par la suite, pardon. Et faut quand même noter que je vois souvent qu'en tant que parent, et je me mets dedans, hein, j'ai pu faire ce genre de choses parfois avec mes enfants, j'espère avoir rectifié suffisamment tôt, mais en fait, en tant que parent, en tant qu'éducateur, bah, parfois, on a tendance à entretenir certaines de ces idées fausses sur la confiance en soi, sans le vouloir évidemment, et parfois sans s'en rendre compte. Je vais commencer par définir la confiance en soi pour qu'on voit après comment on peut être plus aidant, pour les enfants et éviter justement d'entretenir involontairement ces idées fausses. Alors, la confiance en soi, c'est souvent un truc assez flou, heu, dont on ne sait pas très bien que faire. Comment on développe la confiance en soi? Et donc moi, je trouve que c'est intéressant de la découper en petits morceaux parce que chacun de ces petits morceaux sera beaucoup plus atteignable. Alors il y a plein de choses qu'on peut découper dans la confiance en soi. Il y a beaucoup de compétences, de mise en action et cetera, qui rentrent en jeu dans la confiance en soi. Aujourd'hui, j'en ai choisi 3. La confiance en soi, elle est souvent définie comme la croyance d'un individu dans sa propre capacité à réussir des tâches spécifiques, la croyance d'un individu dans sa capacité à atteindre ses objectifs et la croyance d'un individu à faire face aux défis de la vie. Et on réunit tout ça sous le terme confiance en soi. Donc on voit qu'il y a déjà 3 dimensions ici. Pourtant, ces 3 dimensions, elles sont assez différentes et on gagne à les différencier et à regarder où on en est coincé exactement. La première dimension, c'est la croyance dans sa capacité à réussir des tâches spécifiques. Ça, en psychologie, c'est pas de la confiance en soi, c'est plutôt ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un concept qui a été défini par Albert Bandura, un psychologue canadien. Et en gros, pour développer son sentiment d'efficacité personnelle, il faut faire des choses, il faut pouvoir passer à l'action et il faut réussir à faire ces choses, majoritairement, on va dire ça comme ça. Donc chaque fois que vous êtes en échec, que vous essayez quelque chose qui ne marche pas, vous dégradez votre sentiment d'efficacité personnelle. Ensuite, la croyance dans la capacité à atteindre ses objectifs, c'est un petit peu plus large que le sentiment d'efficacité personnelle, même si c'est lié. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est: est-ce que je suis capable de faire cette action précise ici et maintenant? Donc on voit que ça permet aussi de découper les actions en petits morceaux, et on va pouvoir prendre le plus petit morceau qu'on est capable de faire. La croyance dans la capacité à atteindre ces objectifs dont je parle, c'est le niveau au-dessus. Ça se découpe encore en 2 choses. La capacité à identifier plusieurs routes, plusieurs stratégies pour atteindre un but. Si ça bloque de cette manière, je peux essayer ça ou je peux essayer ça. Et puis la motivation, la détermination à emprunter ces routes. J'ai la force de me mettre en mouvement vers ce but. Là, on est plutôt dans le concept de Hope Theory, théorie de l'espoir, qui a été conceptualisée par un autre psychologue américain, celui-là, qui s'appelle Charles Richard Snyder. Donc vous pourrez aller chercher, des ressources supplémentaires si ça vous intéresse. Donc évidemment, la motivation, la détermination à se mettre en mouvement, elle est directement liée au sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire est-ce que je me sens capable de faire l'action suivante dont j'ai besoin ici et maintenant? Mais ce n'est pas tout, le dernier aspect de la confiance en soi, c'est la croyance en sa capacité à faire face aux défis de la vie. Et donc, c'est lié aussi au sentiment d'efficacité personnelle. Si je sais que je suis capable de faire ça,
ça m'aide à le faire. Mais ça n'est pas tout parce que la confiance dans la capacité à faire face aux défis de la vie, c'est pas la confiance que je vais réussir à tous les coups, parce que ça, en réalité, ça n'est pas possible. On ne réussit jamais à tous les coups et il y a toujours une part de nous qui s'en rappelle et qui vient nous dire: «Ah ouais, mais attends, peut-être que tu peux rater». Donc la confiance dans sa capacité à faire face aux défis de la vie, c'est pas uniquement la confiance dans sa capacité à réussir, c'est aussi la confiance dans sa capacité à surmonter les échecs et les moments difficiles. Ce qui implique de vivre des échecs et des difficultés pour apprendre à les surmonter et pour, d'une certaine manière, renforcer son sentiment d'efficacité personnelle face à l'échec. Quand ça rate, je suis capable de faire ce qu'il faut pour le surmonter. Et là, je vais parler de la confusion qu'on voit souvent entre la sécurité psychologique et l'absence de difficulté. On sait que une difficulté, ça fait souffrir et on a envie d'éviter ça à nos enfants. Et on a aussi dans l'idée que la confiance en soi se construit dans l'accumulation de réussites et on oublie qu'il y a aussi une dimension capacité à surmonter les échecs. Donc c'est là qu'est la confusion entre sécurité psychologique et absence de difficulté. La sécurité psychologique, c'est un contexte où je sais que je peux rater parce que je serai quand même soutenue, aimée, quoi qu'il arrive. C'est un préalable qui est utile et qui est important pour oser prendre le risque de rater plus facilement. Je peux rater, je ne vais pas me faire engueuler, je ne vais pas être mal jugée si je rate. En passant, à titre individuel, en tant qu'adulte qui se questionne sur sa confiance en lui, je vous pose une question très concrète. Comment est-ce que vous vous traitez vous-même quand vous avez le sentiment d'avoir raté ou de ne pas être à la hauteur? Si vous vous maltraitez, que vous vous traitez de nullité, de grosse merde ou que sais-je encore, même si c'est une réaction en partie normale, parce que rater, c'est jamais agréable, j'y reviendrai par la suite, rappelez-vous que vous traiter comme ça, en fait, ne crée pas forcément un contexte de sécurité psychologique dans lequel vous vous facilitez le passage à l'action suivant. Si quand vous avez raté, vous vous maltraitez, vous vous insultez, la fois d'après, ça sera peut-être plus difficile de passer à l'action parce que vous n'avez pas envie de vous infliger cela à vous-même. Alors, en tant que parent, si vous écoutez ce podcast, je pars du principe que vous n'êtes probablement pas du genre à dire ce genre de choses à vos enfants quand ils ratent. Bien au contraire, vous cherchez plutôt à les valoriser, à les convaincre qu'ils ne sont pas aussi nuls qu'ils semblent le croire. Là, j'y reviendrai dans une autre partie, un peu plus tard, parce que cette tendance positive, elle est vraiment chouette, mais elle a aussi des effets secondaires contre-productifs. Donc je reste pour le moment dans la confusion entre sécurité psychologique et absence de difficulté. Donc aplanir le terrain, protéger, n'aide pas à construire sa confiance en soi. Et quand on est un parent, on voit son enfant comme quelqu'un qui manque de confiance en lui, quelqu'un qui est sensible, qui vit fortement et très douloureusement l'échec, et donc peut-être aussi qu'on le voit comme quelqu'un de fragile, on se dit parfois, s'il échoue, ça va être trop dur pour lui, ça va lui confirmer qu'il n'y arrive pas et on fait ce que tout parent aimant, ferait probablement dans ce genre de situation. On essaye d'aménager l'environnement, on essaye d'intervenir pour que ça se passe bien, pour éviter l'échec, pour limiter les risques d'échec. On va venir l'aider, l'accompagner. En gros, on protège l'enfant et on cherche plutôt des situations pour le mettre en réussite et lui éviter des difficultés. Ce en quoi vous avez en partie raison et en partie tort. Je m'explique. Alors, en évitant à votre enfant des situations difficiles, en intervenant, en aménageant le contexte, en essayant de lui éviter des échecs, vous lui envoyez un double message. Vous lui dites: je t'aime, je suis là pour toi, je te protège, mais aussi je pense que tu es trop fragile pour gérer un échec. Tu vas probablement rater, donc il faut que je fasse quelque chose pour l'éviter. Je ne te fais pas confiance pour surmonter les difficultés. Et c'est évidemment ce deuxième message qui peut venir nuire au développement de la confiance en soi de l'enfant, la confiance dans sa capacité à surmonter les difficultés. Mais là où vous avez raison, c'est qu'un enfant en manque de confiance en lui, notamment s'il a accumulé beaucoup d'échecs, donc s'il a fortement dégradé son sentiment d'efficacité personnelle,
il peut vraiment beaucoup souffrir d'un échec supplémentaire. Ça serait un peu le coup de trop qui le ferait complètement s'effondrer. D'ailleurs, les enfants qui sont très en souffrance, très atteints dans leur confiance en eux, ils vont souvent préférer ne rien oser, ne pas oser se recroqueviller pour ne pas prendre le risque d'un nouvel échec qui viendrait vraiment quelque part définitivement confirmer leur incapacité. Ça arrive fréquemment, par exemple, dans les situations comme le harcèlement, la phobie scolaire, c'est-à-dire quand l'enfant a beaucoup essayé pour résoudre le problème, sans succès malheureusement, et donc à chaque fois qu'il essaye un truc qui ne fonctionne pas, il finit logiquement par s'auto-convaincre qu'il est incompétent. Alors bien sûr, cet évitement, c'est un mauvais calcul sur le long terme, mais c'est protecteur à court terme, et c'est souvent la seule chose que l'enfant arrive encore à faire, et d'une certaine manière, c'est la seule chose qu'il peut faire pour préserver à peu près un peu sa confiance en lui, son sentiment qu'il est encore capable de faire des choses. Dans ces cas-là où l'enfant est vraiment très très bas, la priorité, c'est plutôt de travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle et donc de remettre l'enfant en réussite sur quelque chose. Alors ici, une des difficultés classiques qu'on rencontre en tant que parent, c'est de vouloir rassurer et inciter à l'action en minimisant. T'inquiète, c'est facile, ça va bien se passer. Pour un enfant qui doute, ça c'est un piège. Parce que si vous dites que c'est facile et qu'il rate, malgré tout, c'est possible, il va se sentir doublement nul parce qu'il n'a même pas réussi un truc facile. Et en plus, si vous dites c'est facile et qu'il réussit, sa fierté est moindre, beaucoup moindre. Bah oui, tout le monde aurait réussi, donc je vois pas où elle mérite. Donc vraiment, ça n'apporte pas forcément les effets positifs, la réussite n'apporte pas forcément dans ce contexte les effets positifs sur la confiance en soi qu'on avait souhaité. Par contre, vous pouvez reconnaître le risque. Si tu oses le faire malgré ce risque, tu pourras être vraiment fier de toi, parce que tu auras fait vraiment quelque chose de difficile. Mais comme c'est vraiment difficile à faire, si tu n'y arrives pas, je comprendrais tout à fait que tu décides de ne pas te lancer. Et là, ça change la donne. S'il ose, il devient une personne courageuse. S'il choisit d'attendre, c'est pas par lâcheté, face à un truc facile qu'il aurait dû réussir, mais par prudence face à un défi qui est réel et auquel il faut vraiment se préparer correctement. Et donc, vous lui rendez sa dignité dans les deux cas. Donc, c'est pour ça que quand on a essayé d'inciter un enfant à oser sans succès, il faut revenir à l'étape d'avant, c'est-à-dire valoriser sa capacité à prendre la bonne décision pour lui-même. J'avais donné une illustration assez détaillée de comment justement on peut envoyer ce message de confiance qui est profondément renforçant. Je l'avais décrit dans un ancien article de blog sur la confiance en soi qui s'intitule, je crois, Tranche de vie, comment redonner confiance en lui à un enfant timide. Là aussi, vous trouverez le lien dans les ressources de l'épisode. Donc vraiment, l'objectif ici, c'est d'amener l'enfant à renforcer son sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que l'idée que ce qu'il fait, c'est logique, c'est adapté, c'est positif pour lui, et que s'il choisit de le faire, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. C'est en partant de ce socle-là qu'on va pouvoir après progressivement réélargir son sentiment d'efficacité personnelle et ensuite agir sur sa capacité à se fixer des objectifs, etc. Comment on peut aussi renforcer la confiance en soi? Donc, une des manières de renforcer les idées fausses, sur la confiance en soi, on l'a vu dans ce que je viens d'expliquer, c'est que, on va faire croire que les gens osent facilement, alors que non, c'est avoir confiance en soi, c'est aussi se poser les bonnes questions. Parfois aussi, en incitant un enfant à prendre trop de risques, on va aussi renforcer certaines idées sur la confiance en soi. Moi, je reçois plein de gens qui me disent: «Je n'ai pas confiance en moi», et quand je leur demande comment ils le savent, parce que globalement, ils passent à l'action, ils réussissent, ils font des choses, ils me disent, en fait, ils trouvent qu'ils hésitent trop, qu'ils se posent trop de questions, comme si les gens qui avaient confiance en eux n'hésitaient jamais, ne se posaient pas 36 000 questions. C'est absolument et complètement faux. Donc là aussi, j'en avais parlé dans un vieil article qui est intitulé « La confiance en soi n'existe pas », que je vous invite aussi à lire en complément de cet épisode. Bon, alors ce point, il est particulièrement important à l'adolescence, où je vois des manques de confiance en soi qui sont
totalement inventés, qui sont vraiment une construction de l'esprit, notamment chez les garçons. Il y a des stéréotypes de genre qui rentrent en ligne de compte ici, c'est-à-dire que les hésitations, les questions sont perçues comme des manques de confiance en soi, alors s'agit en général d'un fonctionnement tout à fait normal et parfois effectivement d'une lucidité, sur les risques et les enjeux des situations qui est peut-être un peu supérieure à la norme et qui peut faire hésiter à un moment donné. Et alors en plus, j'ajoute que l'adolescence, c'est une période de la vie où le regard des autres est particulièrement important, où, les ados sont particulièrement sensibles aux risques relationnels et particulièrement réticents à prendre ces risques. Et nous, en fait, les adultes, on a oublié, à quel point c'est important à cette période-là, les risques relationnels. On a tendance à les sous-estimer, à les minimiser, ce qui peut conforter l'ado dans la croyance qu'il manque de confiance en lui. «Oui, mais tu t'en fous de ce qu'ils pensent les autres». Bah, à l'adolescence, non, on s'en fout pas de ce qu'ils pensent les autres. On s'en fout jamais complètement, mais on peut plus facilement s'en foutre quand on est adulte que quand on est ado. En gros, l'adolescence pendant l'enfance, l'enfant va se conformer à la norme familiale et puis à l'adolescence, bah, pour construire son identité, on va se confronter, on va essayer de se conformer à la norme du groupe et c'est là où on va commencer à ressentir où est-ce que cette norme de groupe, elle nous convient, où est-ce qu'elle ne nous convient pas et c'est comme ça qu'on va construire notre identité. Et donc attendre des ados qui rejettent les normes de groupe, ce serait un peu attendre qu'ils aient une identité sans l'avoir construite, ce qui me paraît assez utopique. Et parfois, dans la pression de groupe, le blocage, ça ne vient pas d'un manque de capacité, mais de la peur de passer pour celui qui est bizarre, qui est pas comme les autres. Donc ici, au lieu de leur faire la morale sur l'intérêt de savoir s'affirmer, on peut leur donner des outils pour sauver la face. Il y a plein d'accompagnements où j'ai vécu ce genre de choses qui a énormément aidé, les enfants. Le fait que les parents valident que c'était possible de dire quelques petits mensonges qui permettaient de sauver la face. Par exemple, une jeune fille qui ne voulait pas fumer, sa maman avait très peur qu'elle se mette à fumer, mais la jeune fille était d'accord là-dessus, mais elle avait très peur de passer pour, vous savez, la bonne élève, ennuyeuse. Et avec sa maman, elle avait travaillé à une excuse. Bah, tiens, tu peux dire à tes copines que tu as de l'asthme quand on te propose une cigarette et que donc tu peux pas fumer et ça lui a permis à cette jeune fille de couper court à la pression sans qu'elle ait à justifier son choix moral. Une autre situation, un ado qui veut se concentrer sur ses devoirs, enfin non, il voulait pas au début. Sa mère lui disait qu'il fallait qu'il se concentre et qu'il fasse ses devoirs sans le téléphone. Et puis, il disait: «Oui, mais tu te rends pas compte, si j'ai un message». Alors vous savez que chez les ados, ne pas répondre rapidement à un message, c'est quand même, presque une insulte. En tout cas, c'est le signe qu'il se passe quelque chose de grave. Ça, c'est une norme sociale, hein, on n'y peut rien. Et donc la maman avait dit à son enfant: «Bah, tu peux leur dire, en fait, ma mère est hyper relou, elle me confisque le téléphone tant que les devoirs sont pas finis et je peux vraiment pas faire autrement, sinon, elle est insupportable». Donc ça lui permet de respecter les règles, que fixe sa maman, sans perdre la face dans ses relations avec ses amis. C'est aussi ça, aider son enfant à avoir confiance en lui, c'est lui donner des clés pour, naviguer socialement sans se trahir complètement, pour pouvoir respecter les règles, tout en reconnaissant ce qui est important pour lui. Bon, je m'égare un peu là-dessus, je vais revenir sur le sujet de la confiance en soi, sachant qu'il est particulièrement important à l'adolescence et qu'il est encore plus important, je pense, à ce stade de leur vie, d'être prudent sur nos manières de faire avec eux, sur ce sujet plus particulièrement. Et alors maintenant, je vais aborder la dernière dimension de la confiance en soi, c'est la capacité à surmonter les défis. Un enfant a besoin d'affronter des échecs pour construire cette capacité, je l'ai déjà dit. Même si on ne surprotège pas ses enfants, on peut s'effrayer de les voir vivre douloureusement un échec et ça va nous amener à essayer de les sortir rapidement de cet échec. Souvent, là aussi, en minimisant la douleur de l'échec, mais c'est pas grave, ou en tentant de les raisonner ou de les convaincre qu'ils n'ont pas de raison de se sentir aussi mal. Regarde le positif, et patati ou patata.
Alors encore une fois, ça se peut que ça fonctionne et que l'enfant dise: «Bah oui, tu as raison, j'exagère». Bon, quand même, rien n'est moins sûr, d'abord parce qu'un échec, ça fait mal et s'entendre dire que, bah, c'est pas si grave ou qu'il y a pire et qu'on devrait passer à autre chose, ça peut faire ressentir, j'allais dire, le moins pire, le sentiment que nos parents, enfin ou la personne qui nous dit ça ne nous comprend pas vraiment, donc c'est pas très soulageant. Ou, là, c'est plus embêtant qu'on ne ressent pas ce qu'on devrait ressentir. On devrait échouer, alors ça, c'est une idée fausse aussi sur la confiance en soi, on devrait échouer et vous savez, l'échec, c'est pas la chute, c'est de rester là où on est tombé. D'accord, mais pardon, je vais être vulgaire, quand on a mal au cul, des fois, il faut rester un peu posé et attendre que ça passe et soigner la blessure avant de repartir. Voilà, c'est la métaphore, la moins la moins problématique que j'ai pu trouver. Bon, donc cette idée de: «Allez, il faut passer à autre chose», même si elle est juste dans le fond, c'est pas forcément aidant pour la confiance en soi parce que l'enfant peut se mettre à douter de la justesse de ce qu'il ressent et la confiance en soi, c'est aussi pouvoir avoir confiance, se fier à ce qu'on ressent. Si on commence à se dire: «Je ressens pas ce qu'il faudrait ressentir», là aussi on a un problème de sentiment d'efficacité personnelle, ça en prend un coup. Je suis même pas foutu de ressentir ce qu'il faudrait ressentir. Donc dans ces situations, c'est souvent plus adapté, plus aidant en tout cas, de rejoindre l'enfant en lui montrant de l'empathie, en lui disant qu'on voit bien à quel point c'est difficile, qu'on comprend qu'il ait besoin de temps, qu'on lui fait savoir, qu'on lui fait confiance pardon pour savoir, qu'on est là et que s'il a besoin d'aide, il peut, venir nous demander de l'aide justement. C'est précieux aussi de ne pas chercher à résoudre le problème trop vite, à proposer trop rapidement des solutions qui n'ont pas encore été explicitement demandées. Parce que quand on résout un problème qui n'existe pas, soit, l'autre ne s'empare pas de nos solutions, soit ça lui envoie le message, là encore, qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc ça, c'est un point aussi important. Laissons le temps à nos enfants de, soigner leurs échecs avant de les laisser repartir. Alors, on va parler d'une dernière dimension de la confiance en soi, qui est la capacité à s'évaluer, justement et on va parler du paradoxe des compliments. Heu, une autre de nos tentatives pour renforcer la confiance en soi de nos enfants, ça consiste à leur faire des compliments. Et on espère que l'enfant va entendre le positif dans nos propos et va en sortir renforcé. Mais malheureusement, les compliments ont eux aussi leurs limites. Et là encore, moins l'enfant a confiance en lui, plus les compliments peuvent aller à l'encontre de l'effet espéré. Alors oui, je sais, c'est très surprenant, mais en réalité, c'est assez bien documenté, c'est-à-dire que les compliments renforcent surtout la confiance en eux des gens qui n'ont pas de problème de confiance en eux. Voilà. Alors honnêtement, ayant expérimenté ça avec mes propres enfants, je ne sais pas vraiment ce qui nous pousse à croire qu'un enfant qui se dévalorise va soudainement se dire, en nous entendant vanter ses mérites: «Mais oui, c'est vrai, finalement, je suis une personne géniale et pleine de qualités». Les fois où j'ai fait ça, oui, oui, ça m'arrive, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Mon fils me répond généralement: «Maman, tu ne peux pas être objective, tu es ma mère». Donc je trouve ça horriblement injuste parce que oui, certes, je suis sa mère, mais évidemment, je suis tout à fait impartiale quand je parle de mes enfants, hein, comme tout le monde. Donc je suis quand même très embêtée quand il me répond ça, mais ça veut dire que mon évaluation, est disqualifiée d'office parce que je suis sa mère. Et je parle bien d'évaluation parce que c'est de ça dont il s'agit ici. Un enfant, même tout petit, assez rapidement en fait, a sa propre évaluation de ce qu'il fait, en bien ou en mal, c'est-à-dire, la qualité de ce qu'il a fait, et que ce soit des choses positives d'ailleurs, des réussites ou des actions positives ou que ce soit des bêtises, je mets des gros guillemets à bêtises. Et quand on a envie de le valoriser, souvent qu'est-ce qu'on fait? On lui renvoie notre évaluation de ce qu'il a fait. Et en gros, si nos 2 évaluations sont à peu près équivalentes, tout va bien se passer, c'est-à-dire que les 2 correspondent et donc l'enfant va alors entendre effectivement ce qui est positif dans ce qu'il a fait parce que ça correspond à ce qu'il pense déjà. Mais si les 2 évaluations ne concordent pas, en fait, on crée un écart
qui va générer chez l'enfant une réaction, c'est-à-dire des doutes, des questions. Alors, généralement, quand il y a des questions de confiance en soi et qu'on fait un compliment, on envoie une évaluation qui est supérieure à celle de l'enfant, une évaluation plus positive. Et la tentation pour les parents, c'est non seulement je donne une évaluation plus positive spontanément parce qu'effectivement, je le vois plus positivement que lui qui a plutôt tendance à s'évaluer négativement, mais souvent on va en rajouter une couche en pensant que si on complimente vraiment bien, ça va renforcer la confiance en soi. Et on insiste en fait sur tout ce que nous, on voit de bien et de positif. Donc autrement dit, il y a déjà un écart au départ entre notre évaluation, parce que l'enfant est dans le négatif, qu'il n'est pas bien et tout ça, et on augmente cet écart en rajoutant du positif, en renforçant les compliments pour convaincre l'enfant. Mais l'effet que ça produit, c'est que d'abord, l'enfant va se concentrer sur l'écart, c'est-à-dire tout ce qu'il pense qu'il lui manque pour être au niveau de ce qu'on va lui renvoyer. Il ne se concentre pas sur qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui est juste dans notre compliment, il se concentre sur tout ce qu'il manque pour arriver au niveau qu'on lui renvoie. Ça a un deuxième effet, je l'ai décrit juste avant, ça va disqualifier notre compliment. Si votre compliment est exagéré, si vous recevez un compliment que vous trouvez objectivement exagéré, il y a de fortes chances que vous vous disiez « Bon, ok, elle est bien gentille, cette personne, mais elle n'y connaît rien ». Le fameux « tu n'es pas objectif » de mon fils, par exemple, ou bien elle a une idée derrière la tête, elle essaie de me manipuler. Ça peut même parfois inquiéter l'enfant. Si les parents ont besoin de me faire autant de compliments, ben c'est peut-être que la situation est encore plus grave que ce que je croyais. Donc le compliment positif comme ça n'est pas forcément une super idée, ou plus précisément, c'est pas forcément le meilleur outil pour renforcer la confiance en soi. Ça veut pas dire qu'on peut pas valoriser nos enfants, mais qu'il y a des techniques pour le faire, qui sont assez précises. J'allais dire, comment on fait pour valoriser les enfants? Bah, on le fait pas. Non, en fait, je rigole, mais valoriser, ça demande quelques précautions. Première chose, on ne s'évalue jamais à chaud. Dans l'euphorie de la réussite ou dans la détresse de l'échec, selon le moment et l'état d'esprit de l'enfant et des adultes, on est pareil, l'évaluation à chaud est peu pertinente. Et quand un enfant se dévalorise à chaud, il n'est clairement pas objectif, mais si vous lui dites ça, il va s'énerver. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans la contradiction parce qu'en fait, à chaud, vous allez surtout le pousser à contre-argumenter, donc à renforcer son propre ressenti négatif. Donc moi, je vous invite plutôt dans ces moments-là à refuser de retourner une évaluation à ce moment-là, en disant simplement que vous pensez que ce n'est pas le moment et que vous pourrez reparler plus tard de la situation si l'enfant est toujours demandeur. Autre proposition, parfois l'enfant insiste pour avoir notre point de vue, alors qu'on sait pertinemment qu'il ne va pas le recevoir positivement et qu'il va contre-argumenter encore et encore et encore sur « oui, mais non, en fait, tu dis que j'ai fait ça, mais c'est pas vrai, tu dis que j'ai fait ça, mais en fait, c'est facile et c'est pas du tout valorisant et patati et patata ». Dans ce cas-là, si l'enfant insiste, vous pouvez donner votre avis, votre évaluation, votre compliment, mais c'est très important de poser le cadre suivant. Mon opinion n'est pas négociable, elle n'est pas modifiable. Si tu veux l'entendre, tu acceptes de l'entendre et de l'écouter sans la discuter. Je ne discuterai pas avec toi de mon évaluation et de mon avis sur ce que tu viens de faire. Si tu veux avoir mon avis, tu l'écoutes et tu n'as pas le droit de répondre. À toi de décider ce que tu fais de ce que j'aurais dit. Ça réduit les risques que l'enfant cherche à contre-argumenter, ça oblige l'enfant à écouter vraiment ce qu'on lui dit, et souvent, c'est un peu plus positif pour lui. Il en retire plus de positif. Si l'enfant commence à vous contredire alors que vous avez clairement annoncé que vous étiez en train d'énoncer une opinion non négociable, il est très important, non modifiable, tenez bon, c'est très important. J'ai dit ce que je pensais de ce que tu as fait. Je ne veux pas en discuter avec toi. Tu prends pas, tu prends une partie, tu prends rien.
tu fais ce que tu veux, maintenant tu sais ce que moi j'en pense, je n'en discute pas avec toi. Ces propositions-là, elles sont particulièrement pertinentes et importantes pour les enfants qui visent la performance sportive, musicale, scolaire, quel que soit le domaine. Il n'y a pas de problème avec la haute performance. Moi, j'aime la compétition, j'aime être ambitieuse, mais la haute performance implique d'avoir le regard tourné vers le négatif pour améliorer les micro-détails qui vont faire passer de bon ou très bon à excellent. C'est pour ça que la haute performance est une pratique à risque pour la santé mentale. C'est aussi pour ça qu'il est particulièrement important de veiller à la manière, au moment où l'enfant s'évalue s'il vise la haute performance, plus particulièrement dans les moments de doute. Donc pour aller plus loin sur ces notions de compliments dans un cadre plus général, je vous invite à lire plusieurs autres articles que j'avais écrits sur le sujet par le passé. Le premier, c'est « Complimenter, féliciter, est-ce si facile ?» Le deuxième, c'est « Faire un compliment efficace ». Je crois que c'est tout, donc là aussi, vous retrouverez les liens dans la description de l'épisode. Donc en fin de compte, je pense sincèrement que travailler sur la confiance en soi de son enfant, c'est surtout accepter de le voir hésiter, trébucher et échouer sans intervenir systématiquement ou en apportant uniquement de l'empathie, et c'est tout. C'est aussi comprendre que la douleur face à un échec, ça n'est pas une preuve de fragilité, mais c'est une conséquence normale de l'apprentissage. Et donc, plutôt que d'essayer d'éviter toutes les difficultés, il s'agit surtout d'être présent quand ça ne se passe pas comme prévu, de l'aider à analyser, à évaluer la situation par lui-même. Et aussi, ça peut être renforcer la confiance en soi, donner à nos enfants l'autorisation d'être prudents, le droit d'avoir peur, et c'est souvent tout ce dont ils ont besoin. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.